13 septembre prochain, Ouagadougou va abriter la deuxième édition de la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest. Le Maroc est le pays invité d'honneur à cet événement, vitrine de la promotion des activités minières en Afrique de l'Ouest. Et dans le cadre des préparatifs de la SAMAO, le ministre des Mines et des Carrières a fait un déplacement dans le royaume chérifien. Des camions poids lourds circulent à tout moment sur les voies de la capitale burkinabé. Ces véhicules empêchent la fluidité de la circulation, surtout aux heures de pointe. Le phénomène a déjà occasionné des accidents qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. Mais que dit la réglementation à la matière et que faire pour indiquer le phénomène? Des explications à suivre dans ce journal. Et puis au Cameroun, des activités qui étaient poursuivies pour terrorisme et rébellion ont été libérées de prison. La décision de leur libération a été prise par le président Paul Biya, un geste d'ouverture qui permettra d'apaiser la fronde sociale dans ce pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, la SAMAO, la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest, se tiendra du 28 au 30 septembre prochain. En prélude à cet événement, le ministre des Mines et des Carrières a effectué une mission au Maroc, pays invité d'honneur de la SAMAO. Objectif de cette mission, renforcer la coopération minière entre le Burkina Faso et le Maroc. Pawadrogo Jansongo et Tanga Kafandou. Tête à tête à Rabat, dans la capitale marocaine, entre le ministre burkinabé des Mines et des Carrières et son homologue marocain, Aziz Rabat. Oumarou Idani est venu parler de la SAMAO, la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest, qui se tient du 28 au 30 septembre prochain dans la capitale burkinabé. Nous avons pensé qu'il était bon d'associer l'image d'un pays comme le Maroc à cette édition. Ce que nos amis du Maroc ont accepté, et ils étaient de bon ton que nous puissions venir rencontrer nos amis du Maroc. Mais nous avons profité également de l'occasion pour discuter de nombreux axes de coopération avec le Maroc. Et au nombre de ces axes de coopération, il y a les questions liées au renforcement des capacités des acteurs du secteur minier au Burkina Faso. Le Maroc, pays invité d'honneur, a une longue expérience en matière d'exploitation minière, une expérience qu'il compte partager avec le Burkina. Les deux pays viennent d'adopter en 2015 des nouveaux codes miniers, ça veut dire un nouveau cadre réglementaire qui permet bien sûr d'encadrer d'une manière intelligente le secteur minier, qui est un secteur à valeur ajoutée, pour créer plus d'emplois, attirer plus d'investissements, ouvrir le secteur à d'autres initiatives privées qui peuvent apporter beaucoup de choses à nos pays, et bien sûr sécuriser, si vous voulez, ce potentiel minier qui existe dans les différents pays, en particulier dans les deux pays. La semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest est à sa deuxième édition, une édition qui se tient sous le thème « Quelle stratégie pour l'intégration des mines dans les économies africaines ?» Quel avenir pour la compagnie Air Burkina? La compagnie créée à l'aube de l'indépendance de notre pays a connu plusieurs péripéties dans sa gestion. Le groupe ACFED, qui a géré Air Burkina pendant plusieurs années, l'a rétrocédé à l'État burkinabé. La nouvelle administration d'Air Burkina s'est fixée pour mission de relancer cette compagnie aérienne et d'en faire une référence dans la sous-région. Alidou Badzini, Adama Giti et Moumouni Soubega. La compagnie nationale Air Burkina en quête de stabilité managériale. Société d'État depuis sa création en 1967, privatisée en 2001, elle devient une société d'État depuis mai 2017, suite au retrait du groupe ACFED qui assurait sa gestion. Pour des raisons d'options stratégiques, le groupe ACFED a décidé de se retirer de tout ce qui est transport aérien et la compagnie a été rétrocédée à l'État pour un franc symbolique. C'est une reprise qui cache mal les difficultés que vit Air Burkina. Elle fonctionne avec seulement 2 avions et quelques pilotes. Ça nous a amené à réduire un peu notre réseau, donc à quitter, si vous voulez, la zone de l'Afrique centrale. Et par la suite aussi, nous avons eu à réduire les fréquences de vol. Et nous avons également refusé certains affrètements compte tenu du fait que nous avions des pilotes en sous-effectif. Relancer Air Burkina et la rendre plus compétitive, c'est l'ambition de la nouvelle administration.
La société est revenue une société d'État, mais nous continuons à fonctionner selon les règles de gestion d'une compagnie commerciale. Mais nous avons eu à mettre en place un plan d'action pour nous aligner un peu sur la vision que l'État a pour Air Burkina dans le futur. Pour l'atteinte de ces objectifs, la nouvelle administration peut compter sur les 200 travailleurs. Il faut renouveler la flotte, doter une flotte de nouvelle génération et adaptée à notre réseau. Avec cette flotte, nous pensons que nous pouvons envisager l'ouverture de nouvelles lignes. Leur seule inquiétude, c'est la lenteur qu'ils constatent dans la mise en œuvre du nouveau plan de restructuration de la compagnie. Il y a un certain nombre de problèmes que nous rencontrons, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre en fait, de son programme de développement qui tarde à voir le jour. Et cela inquiète à plus d'un titre le personnel. Parce que depuis la reprise de l'État, nous fonctionnons sans conseil d'administration. Et à la question de savoir si Air Burkina sera reprivatisé, le directeur général se veut clair. L'État, bien sûr, est à la recherche d'un partenaire fiable qui va nous accompagner pour qu'on puisse assurer à la compagnie un développement serein, une pérennité quant à la rentabilité d'exploitation. Mais pour le moment, aucune décision n'a été prise. De l'avis de plusieurs observateurs, les autorités gagneraient à sortir Air Burkina de la zone de turbulence qu'elle traverse afin de relancer cette compagnie. Une compagnie qui constitue l'un des fleurons de l'économie nationale. Parlons à présent de transport terrestre, notamment la circulation des camions poids lourds dans la ville de Ouagadougou. Ces camions circulent à n'importe quelle heure et ne cessent d'encombrer la circulation sur plusieurs voies de la capitale. Le phénomène est devenu inquiétant quand on sait que plusieurs personnes ont déjà perdu la vie ces derniers jours par le fait de la circulation des camions poids lourds. Mais que dit la réglementation en la matière? Élément de réponse avec Idrissa Warga et Nyarkiteda. Vendredi 4 août 2017, un véhicule poids lourd faussait mortellement 4 usagers sur l'avenue Tansoba. On se rappelle encore comme si c'était hier. Aujourd'hui, une altercation entre un conducteur de taxi et celui d'un camion poids lourd. Le conducteur du gros porteur a percuté le taxi par l'arrière. L'agent de police essaie de maîtriser la situation. Cela se passe sur le barrage de Tanguin, dans la capitale burkinabé. C'est le feuilleton quotidien sur toutes les rues et avenues de Ouagadougou. C'est pas facile, parce que ça embrouille beaucoup la circulation. Et souvent aussi, ça crée des accidents. Oui, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Ouais, peut-être si on peut en tout cas trouver une heure. Bon, en tout cas pas les heures de descente ou de montée. Ah, c'est même pas bien quoi. Ces gars de véhicules doivent circuler la nuit. À partir de 18h, en ce moment, la circulation a diminué. Sinon, à l'heure actuelle, ils sont mélangés à la population. Là. Ils nous créent beaucoup d'ennuis. Bien ou pas un seul instant sans voir les camions poids lourds aller dans tous les sens à longueur de journée. Chargés ou même parfois surchargés de boissons, de tôles, de sable et de marchandises diverses, les camions poids lourds côtoient piétons, cyclistes et autres usagers de la route. Conséquence, désordre, embouteillages et accidents sont devenus monnaie courante dans la capitale burkinabé. C'est très difficile. Je pense qu'ils ont des heures auxquelles ils doivent se soumettre, quoi. Voilà. Comme ça va faciliter vraiment la circulation. Mais vous proposez trop normal parce que en Allemagne, c'est là-bas on fabrique les voitures. Mais je n'ai pas vu beaucoup comme ça dans la journée. C'est la nuit seulement. Tu peux la demander aussi, puisqu'elle est allemande. Oui. En comparaison avec l'Allemagne, ici la circulation est fou, vraiment. Beaucoup d'accidents, j'ai peur. Franchement, quand je suis dans la rue. L'occasion des véhicules poids lourds en pleine journée au cœur de la ville. Et c'est pas prudent parce que ça cause de nombreux incidents. Voilà, donc si on pouvait trouver une solution, faire de telle sorte que les véhicules poids lourds puissent circuler en bordure de la ville, ça va vraiment nous soulager. Visiblement, Ouagadougou a besoin d'un assainissement adéquat pour sa circulation. La conviction est des usagers qui regardent impuissamment les dégâts que causent ces camions poids lourds et ont désormais les yeux rivés sur les autorités municipales. Parce que le règlement dit qu'à partir d'une certaine heure, il est interdit aux camions de circuler en ville. Malheureusement, ce règlement avait prévu des espaces qui aujourd'hui n'existent plus. Donc, nous sommes en train de trouver les moyens de trouver ces espaces de stationnement au sortir de la ville de Ouaga afin
minimiser au mieux et la circulation et la fréquence de ces gros camions en ville. Mais pour le moment, nous avons pris un arrêté qui réglemente la circulation de ces camions-là. Mais bon, vous savez que le tout n'est pas de mettre un règlement, il faut se donner les moyens de pouvoir l'appliquer. Et nous avons demandé à la police nationale de nous prêter main forte, et à la gendarmerie aussi sur les axes dans lesquels ils sont, de nous prêter main forte dans l'application de cette mesure. Des mesures beaucoup attendues pour minimiser les embouteillages et les accidents de circulation occasionnés parfois par ces gros porteurs dans les artères de la capitale. Un autre constat dans la circulation routière et qui donne du fil à retordre aux autorités communales de Ouagadougou, c'est bien la divagation des animaux. Le phénomène a pris de l'ampleur malgré la sensibilisation et les taxes imposées aux propriétaires de ces animaux. Les autorités municipales ont décidé de passer à une vitesse supérieure pour mettre fin à la divagation des animaux dans la ville de Ouagadougou. Des précisions avec Nathalie Sawadougou Nabaloum. Désormais, tout animal pris en divagation sera immédiatement mis en vente aux enchères. Existe donc la fourrière et la possibilité jadis donnée aux propriétaires de payer une taxe pour entrer en possession de leur animal capturé en divagation. C'est l'une des décisions fermes engagées par la mairie centrale. Ce matin, nous avons été très vite alertés qu'il y avait un troupeau de bœufs qui traversait toute cette partie de la ville à Ouaga 2000 et qui allait sûrement vers un pâturage, mais qui bloquait la circulation. Et on a attiré l'attention malheureusement des propriétaires en vain. On les a sensibilisés, on les a rencontrés. Et face à leur refus, bon, nous sommes obligés de sévir. Depuis un certain moment, selon le maire Bewende, on observe la recrudescence de la divagation des animaux dans la ville de Ouagadougou et qui met en danger la vie des populations. Rien que en début de semaine dernière, au quartier Nemné, il y a un cheval qui a heurté une dame en moto qui a perdu la vie. Et tous les jours, on voit à travers la ville une horde d'animaux de tout genre qui sont convoyés par des bergers, des enfants, et pour aller vers des pâturages. Et même sur l'avenue Kwame Nkrumah, on constate la présence de plein d'animaux. Donc face à ce fléau, la commune a décidé d'apporter une réponse. On ne peut pas vivre dans le même air avec les animaux. Donc il faut que les citoyens sachent qu'on ne peut pas avoir un comportement de campagne en ville. La ville n'est pas faite pour faire de l'élevage. Les textes sont clairs, l'élevage est interdit. Le maire en appelle à la responsabilité citoyenne des Ouagalais pour éviter que la ville ne se transforme en lieu de pâturage pour animaux en divagation. À l'univers de la friperie qui connaît un regain d'intérêt chez les Burkinabés. Dans la ville de Ouagadougou, ces vêtements de seconde main sont vendus un peu partout. L'originalité et la qualité de ces vêtements sont les motifs avancés par les acheteurs pour justifier leur engouement pour la friperie. Les vendeurs, eux, affirment faire de bonnes affaires dans ce domaine. Rasmane Zoundi et Bouma Ernest Nebi. Des vendeurs de Yugo-Yugo ou vêtements au revoir l'Occident, on les rencontre un peu partout dans les artères de la ville de Ouagadougou. Ici, aux abords du marché Rodouoko, la vente de ces habits de seconde main est remarquable. Des costumes, des jeans, des chemises, des robes, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. En fait, le prix est abordable. Et puis, bon, il n'y a pas une grande différence avec les prêts à porter. Là, souvent, même, tu peux prendre des prêts à porter et puis après, on se rend compte que ça a duré dans le magasin. Et puis bon, ça revient à la même chose que les friperies. La rentrée, il va à l'école, à l'internat, il faut quand même qu'il soit approvisionné en vêtements. Oui, oui, il y a des vraies qualités, des vrais jeans, des vrais hauts, des vrais body, tout. Moins cher, je pourrais acheter. Bien. Par exemple, je tiens ce haut-là. Si je le porte, je vais voir rare de personnes qui auront ce même haut pour moi. Pour ces commerçants grossistes et détaillants de friperies, même si le métier nourrit son homme, force est de reconnaître qu'il y a des périodes de vaches maigres. Les proches des fêtes, là, les gens préfèrent le prêt-à que le friperie. Oui, les gens préfèrent les prêt-à que le friperie. Mais quand même, on s'en sort, ça va. Le marché, ça va un peu. Oui, on s'en sort. Le prix dans la friperie, premier choix.
En tout cas, on dit Dieu merci. Et puis on remercie nos clients aussi, on les salue beaucoup. Le fait qu'ils viennent trier, nous aussi on peut trier et aussi ils viennent trier chez nous. Bon, nos chiffres d'affaires dépendent de l'engouement. Voilà, ça dépend du mois. Si le mois, au début du mois comme ça, c'est que les fonctionnaires ont l'argent, ils donnent à leurs enfants. Et bon, vous voyez, il y a le marché. Mais quand ça arrive vers le 15, 20 comme ça, bon, personne n'a l'argent. Nous aussi, bon, c'est nos mêmes clients qui viennent. Vous voyez, moi, je peux accueillir 20 clients chez vous, 10, 25, 20. Même je ne gagne pas une cliente. Donc ça va, ça dépend. Ouais. À la question de savoir qui sont leurs clients potentiels, la réponse est sans équivoque. Le monde peut se ravitailler. Il n'y a pas quelqu'un, puisque c'est les autorités seulement, ils ont peur de venir à nous parce qu'ils trouvent que nous, bon, souvent il y a des délinquants. Nous ne sommes pas des délinquants. On a des amis de haute autorité, on a des amis de bas autorité. Ouais, tout le monde peut s'habiller, même les enfants. Oui. De 10 à 14, de 10 à Oulala. Tout le monde peut s'habiller ici. Les vendeurs de friperies disent rencontrer de nombreuses difficultés dans l'exercice de leur métier. Des difficultés parmi lesquelles le manque de lieux fixes pour la vente de leurs marchandises. Ils sollicitent un accompagnement du gouvernement pour la construction d'un marché propre à la friperie. Petit à petit, la consommation de la tchéké est entrée dans les habitudes alimentaires des Burkinabés. Pendant longtemps, ce produit alimentaire était importé de la Côte d'Ivoire ou du Ghana. Aujourd'hui, les consommateurs burkinabés ont facilement accès à la tchéké puisqu'il est de plus en plus produit dans plusieurs localités. Et c'est le cas à Orodara dans le Kénédougou, une zone à forte production de manioc. Le dossier est signé Manekayen et Moumouni Baro. À Orodara, chef-lieu de la province du Kénédougou, la plus grande partie du manioc produite est transformée par les femmes anatiquées. On dénombre par centaines les groupements de femmes dans ce domaine. Cette technique de transformation du manioc, ces femmes l'ont apprise sur l'état à l'image du groupement Dounia. Aujourd'hui, la technique est maîtrisée, même si cela demande encore une formation supplémentaire. Les producteurs nous l'approvisionnons ces tubercules, nous les épluchons, nous les découpons en morceaux avant de les envoyer au moulin. Après cette étape, c'est la pâte qui est obtenue. Et nous l'envoyons maintenant pour les presses. Que ce soit la tchéké ou le gari, c'est la même procédure. Et cela peut prendre 3 jours. Transformer du manioc en atiqué, c'est triompher sur la faim, la pauvreté et tous ses corollaires. Cela explique donc l'importance de la filière manioc au Burkina Faso, surtout dans l'atteinte de la sécurité alimentaire. Notre entreprise, petite mais aujourd'hui, elle a grandi un peu. Cela a apporté beaucoup de changements dans notre mode de vie, dans nos conditions, dans la vie sociale également, dans le foyer aussi, et même dans le cadre scolaire de nos enfants. Avant, pour avoir à manger, tout cela était compliqué. Les enfants souffraient, mais avec cette activité, ils peuvent manger de la tchéké avant d'aller à l'école. La tchéké permet aux femmes de contribuer fortement à l'épanouissement de leur foyer, surtout sur le plan de la santé et de l'éducation. Lorsque les enfants arrivent au lycée, on a même peur souvent que ce soit compliqué pour la scolarisation de ces enfants. Avec la tchéké, nous apportons de l'aide à nos maris également grâce à ce produit. S'il y a un problème de santé, nous intervenons également. La tchéké aujourd'hui a un enjeu économique important pour ces femmes, mais aussi pour la province. À ce titre, la valorisation de la production du manioc reste un défi. Le manioc participe beaucoup au développement de la commune en ce sens qu'elle crée beaucoup de l'emploi, surtout pour les femmes. Voilà. Donc elle participe vraiment au développement de la commune. En plus de cela, nous disons qu'elle participe un peu à la sécurité alimentaire parce que, comme je le disais, on peut le prendre sous différentes formes et le consommer.
La plupart de ces groupements sont limités en termes de matériel et la transformation de l'attiqué jusque-là est essentiellement artisanale, faute de l'équipement adéquat. Ce déficit de l'équipement moderne rend donc le travail pénible. Ce travail nous appuie beaucoup sur le plan financier. Mais le problème, c'est le manque d'équipement moderne. Le problème de moyens de transport est aussi un handicap. Les clients attendent longtemps sur le marché avant de pouvoir obtenir leurs commandes. Donc tout cela nous amène souvent à produire moins pour ne pas garder ces produits pendant longtemps sans pouvoir les livrer. L'attiqué produit ici est beaucoup apprécié par la population. Il est exporté vers d'autres localités du Kénédougou et même au-delà. Autre point de l'actualité, la forêt sacrée de Yombini aura bientôt une meilleure physionomie grâce à une initiative du comité de l'agence de l'eau du Mouhouna. L'AIM a organisé le 30 août dernier une opération de reboisement dans cette forêt située dans la province du Poni. Les populations se sont mobilisées pour ce reboisement au cours duquel diverses variétés de plants ont été mises en terre. Antim Bassolé, Gesbego Dimitri Badzeni. 2000 plants mis en terre pour renforcer le couvert végétal de la forêt sacrée Yombini dans la province du Poni. Une action entreprise par le comité de bassin de l'agence de l'eau du Mouhoun et soutenue par les populations et les dozos de la localité. Des plants essentiellement composés de néré et de moringa en vue de protéger les berges du cours d'eau Yombini traversant la forêt. L'une des missions de l'agence de l'eau du Mouhoun, c'est donc aussi de contribuer à restaurer les berges du fleuve Mouhoun afin de prévenir l'ensablement de ce cours d'eau qui est très important pour le Burkina Faso entier. Voilà pourquoi donc nous sommes là pour reboiser donc cette forêt sacrée là et permettre qu'elle se régénère et que en tout cas la population puisse en tirer profit. Les autorités de la province, tout en appréciant cette opération de reboisement, attestent qu'elle occasionne un cadre d'échange entre les populations et le comité de bassin. Cette activité qui va permettre justement de regarnir les berges, justement, la rivière qui traverse justement la forêt sacrée, gérée par l'association des chasseurs d'Ouzou. Également, il faut dire que c'est une activité qui va permettre d'établir une relation, une forte collaboration, j'allais dire, entre les communautés riveraines et les membres du comité du bassin. À l'issue du reboisement, le comité de bassin de l'agence de l'eau du Mouhoun dit compter sur les bénéficiaires, en l'occurrence les dozos, gardiens de la forêt sacrée pour le bon entretien des jeunes plants. Retour à Ouagadougou pour dire que le geste qui sauve des vies, les agents de la RTB l'ont accompli le jeudi dernier. Ils se sont mobilisés pour une opération de don de sang. Les agents de la chaîne au cœur des grands événements répondent ainsi à l'appel du Centre national de transfusion sanguine qui dit avoir choisi la bonne cible pour faire la promotion du don de sang au Burkina Faso. On voit cela avec Omar Zombri. Donner son sang, un geste simple mais qui sauve des vies. C'est à ce geste que s'est prêté Jean-Emmanuel Ouedraogo, rédacteur en chef de la télévision nationale, et avec lui l'ensemble du personnel de tous les services de la RTB. L'initiative est du Centre national de transfusion sanguine, CNTS. Objectif, passer par les acteurs de l'information pour pousser le plus grand nombre de Burkinabés à donner leur sang. Parce qu'il ne faut pas attendre des événements pour pouvoir venir donner le sang. Il ne faut pas attendre qu'on soit dans les besoins pour pouvoir donner le sang. Il faut donner le sang pendant qu'il est temps. Avec la RTB, nous pensons que la communication peut bien passer et que si les journalistes eux-mêmes ils se mettent dans la chose et ils comprennent le bien fondé de la chose, je pense que tout le monde va apprendre que le don de sang est nécessaire. Au Burkina Faso, ils sont environ 180 000 personnes par an à manifester le besoin en sang. Et par leurs gestes, les agents de la RTB veulent ainsi contribuer à soulager cette demande. Donner son sang, c'est à la fois un sacrifice, mais c'est également une preuve d'amour pour notre prochain. C'est pour ça que je pense que c'est un acte noble qui doit être suivi par tout le monde. En tant que journaliste, nous sensibilisons souvent au don de sang. Donc c'est bon de sensibiliser, c'est encore mieux de donner l'exemple à tous ceux qui sont réticents. Et puis en tant que femme, en tant que mère, c'est vraiment un geste salutaire quand on sait que ce sont les femmes et les enfants qui en ont plus besoin dans les hôpitaux. Voilà, donc j'invite les autres à faire comme moi.
Le CNTS entend multiplier ce genre d'actions. Après la RTB, il se rendra dans différents autres services de l'administration afin de collecter toujours plus de poches de sang. Actualité hors du Burkina Faso, au Cameroun, des activistes anglophones ont été libérés sur décision du président Paul Biya. Ces activistes issus de la minorité anglophone au Cameroun étaient poursuivis pour terrorisme et rébellion. Leur libération pourrait contribuer à apaiser la tension sociale en cette période de rentrée scolaire au Cameroun. C'est en héros que ces activistes anglophones ont été accueillis à leur sortie de prison au Cameroun. Le président Paul Biya a ordonné leur libération dans un geste d'ouverture. Parmi la cinquantaine de détenus libérés, l'universitaire Fontem Afoteka Neba et l'avocat Félix Agborbala, qui sont des chefs de file de la minorité anglophone. L'épouse de ce dernier a dit son soulagement. Il ne me revient pas de dire ce qui va se passer maintenant qu'il est libéré. Le plus important, c'est que la famille soit réunie. Les enfants ne l'ont pas vu pendant 7 mois. Poursuivis pour terrorisme et rébellion, les leaders qui avaient appelé à la fronde en fin d'année dernière risquaient la peine de mort. Si mercredi le président a décrété l'arrêt des poursuites, c'est dans l'espoir que la fronde s'apaise. La communauté anglophone majoritaire dans 2 des 10 régions du Cameroun se dit marginalisée et ses chefs de file veulent rompre avec la majorité francophone du pays. Et puis en Sierra Leone, l'heure est au relogement des sinistrés des inondations survenues il y a de cela 2 semaines. Ces inondations ont fait plus de 500 morts et de nombreux disparus. À Freetown, la capitale, les autorités ont dressé des camps pour accueillir les centaines de sinistrés. 2 semaines après les coulées de boue qui ont coûté la vie à des centaines de personnes à Freetown, la capitale de la Sierra Leone, les autorités ont dressé des camps dans 2 quartiers de cette ville surpeuplée pour accueillir les sinistrés dont le logement a été détruit. Une cinquantaine de familles ont pour l'heure été relogées. Dans le premier camp, nous étions beaucoup trop nombreux dans une pièce. Mais heureusement, on nous a transférés ici. On mange à heure fixe, alors que dans l'autre camp, il fallait se battre pour la nourriture. Il n'y avait pas grand-chose. Grâce à Dieu, le gouvernement nous a déplacés dans ce nouveau camp. Dans la nuit du 13 au 14 août, les terres de ces collines gorgées d'eau par des pluies torrentielles s'étaient effondrées, piégeant les habitants en contrebas dans leur sommeil. Si plus de 500 corps ont été retrouvés, dont une partie au large de la Guinée voisine, des centaines d'autres seraient toujours ensevelis. Et présentement, le sud de l'Asie est touché par de graves inondations. Les eaux ont déjà emporté des centaines de villages et on dénombre au moins 1400 décès et environ 40 millions de sinistrés dans 3 pays du sud de l'Asie. L'ampleur des dégâts serait due à un manque d'anticipation de la part des autorités de ces pays touchés. Après le Texas, le sud de l'Asie est lui aussi frappé par les inondations les plus graves de cette décennie. En l'espace de 2 mois, des centaines de villages ont été engloutis par les eaux en Inde, mais aussi au Népal et au Bangladesh. Plus de 40 millions de personnes sont touchées par cette mousson d'une ampleur inédite. Le bilan s'élève au moins à 1400 morts, mais il pourrait encore s'alourdir dans les jours à venir. Les experts, eux, pointent un manque d'anticipation de la part des États qui n'ont prévu aucune mesure de coordination. Le plus souvent, nous n'intégrons pas les modèles climatiques ni les événements climatiques dans notre façon de prévoir les choses, que ce soit pour les infrastructures, le développement, l'industrie, quoi que ce soit. Et si nous continuons comme ça, nous devrons affronter des dégâts encore plus importants. Nous considérons cela comme une catastrophe plutôt que comme une chose inévitable à laquelle nous devons nous préparer. D'après un rapport officiel du mois de juillet, l'État indien n'avait pas identifié les zones menacées. Conséquence, aucun système d'alerte ni action de prévention n'ont permis aux habitants de trouver une solution de repli. Des dizaines de milliers de personnes sont désormais à court de nourriture dans des camps et exposées aux épidémies. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée de samedi en compagnie de la RTV.